On les appelle les mauvaises terres. Peu fertiles, elles sont le territoire de 3 tribus Sioux du Dakota du Nord, devenues après la découverte d'une énorme réserve de pétrole de schiste en 2008, riche à millions. Épicentre du miracle pétrolier, la réserve indienne de Fort Berthold est 15 ans après les premiers forages, une zone moribonde. Jeff White est agent de sécurité pour la police de la MHA. En 2014, on a créé la force antidrogue de la MHA. C'est une sorte d'unité de police autonome au sein même de la réserve pour combattre les crimes liés à la drogue. La MHA, acronyme de Mandan, Hidatsa et Arikara, les 3 tribus de la réserve, est souveraine sur ses terres, empêtrée dans les affres de l'après-boom pétrolier. Vous avez une arme dans la voiture? Oui, oui. C'est un chien pour les armes. Ah ouais, vraiment? J'ai une licence pour l'arme. Je vais vous la montrer. Les armes à feu aux États-Unis sont sous le coup du 2e amendement, qui permet à tous ses citoyens de porter une arme. Donc, il est en règle. Le boom pétrolier est passé, mais les puits continuent de produire. Et les gens perçoivent toujours des royalties, et c'est triste de le dire, mais certaines personnes continuent à consommer de la drogue. Si vous regardez la population de la réserve dans son ensemble, bien sûr que c'est un énorme problème. Pour nous, ça l'est, mais ça l'est dans tout l'État. À Newtown, l'une des villes principales de la réserve, une seule artère et des pick-up aussi nombreux que l'ennui y est épais. Les travailleurs du pétrole, partis forer ailleurs, ont abandonné leur mobil-home. Et les maisons délabrées de la communauté indienne, devenue millionnaire, intriguent. Moi, je voudrais un burger frit. Cheese ou hamburger? Un cheese avec oignons et moutarde. Brandy Canyon est employé au TDH, le seul fast-food de la ville. $3. Voilà votre monnaie. Je reviens quand c'est prêt. Pour Brandy, native de la réserve, la revanche des Sioux par le pétrole a un goût amer. Beaucoup de gens imaginent que les Indiens de notre tribu ont des terres et du pétrole. Mais non, c'est moins de 13% de 17 000 membres de la tribu. Donc ça fait moins de 2000 personnes qui touchent des royalties du pétrole. La majorité d'entre nous ne possèdent ni terre ni pétrole. Nous, en tant que membres de la tribu, on est collectivement propriétaires de la terre de la réserve. Mais comment cet argent est géré et dépensé, nous, on n'a pas notre mot à dire là-dessus. Ce qui serait bien, principalement pour ce qui concerne les gros investissements. Gestionnaire de la réserve et des dividendes de l'or noir, la communauté indienne perçoit 25 millions de dollars mensuels de revenus pétroliers et se charge de les investir. Musée à son effigie,
Bâtiments administratifs, aussi vides qu'inutiles, ont jailli de terre comme les hydrocarbures. Allez, montre-moi. Je ne suis pas venu depuis quoi? 5 mois? Non, 4 mois. 4 mois. Ouais, on sent bien la chaleur qui arrive là. Sourire satisfait, Mark Fox, président élu par la communauté, ne boude pas son plaisir à faire visiter sa future serre géante, aussi innovante que futuriste. J'ai hâte d'avoir mes fraises et mes poivrons. Ça va être incroyable. Nous réinvestissons les revenus pétroliers en les réinjectant dans d'autres business, comme l'agriculture. Et ça nous profite directement. Donc on est très excités à l'idée que des millions de tonnes de nourriture vont être produites ici, et ça toute l'année. Pour mettre en œuvre son projet, le chef Sioux, muet en ingénieur agronome, raconte fièrement que c'est le gaz perdu des torchères qui servira à chauffer son immense verger. Pendant des milliers d'années, on a fait pousser du maïs, des haricots, des citrouilles, des pastèques, et on cultivait ça massivement. Et avec le temps, on est devenu dépendant, vous savez, par facilité, avec les plats préparés. Mais maintenant, l'objectif, ce n'est pas seulement de revenir en arrière, de manger sainement ou de cultiver nos produits toute l'année, mais de devenir des exportateurs agricoles aux États-Unis et dans le monde entier. Et pour être honnête, ce n'est pas uniquement juste pour nous, ou pour moi-même, ou l'ensemble de la nation MHA, qui sommes excités par ce projet. Mais beaucoup d'autres le sont dans tout l'État, le gouverneur, tout le monde nous observe. Coût du potager, 26 millions de dollars. Mais pas l'ombre d'un projet de coup de pioche pour bâtir un hôpital. Benjamin Goodbird et son ami Kelly Ozzie, comme tous les Indiens de Newtown, doivent faire 3 heures de route pour trouver une maison de santé. Ils restent, devant les investissements de leur président, face à un océan d'incompréhension. Il a coûté 1,9 million. Je suis même pas sûr qu'il soit sorti l'année dernière. Si, je pense qu'ils l'ont mis à l'eau 3 fois. Mais à chaque fois qu'ils le mettent sur cale, ça coûte 2 000 $, voire plus. Et voilà notre yacht. Il est là, le Island Girl. Les voix s'élèvent devant les dépenses somptuaires engagées par le conseil tribal, bien loin des préoccupations quotidiennes de ses membres honoraires. Les responsables de la MHA rêvent de relancer l'emploi et imaginent développer ici le tourisme. Alors pourquoi pas un yacht au pied de leur casino et de la rivière prise par les glaces, 6 mois de l'année. C'est beaucoup d'argent perdu. Une grosse perte. C'est pas... Ça vaut pas le coup. Ils ne l'utilisent jamais. Ils ont même dû construire un quai spécial. Et ça reste notre argent. C'est ce qu'il faut dire aux gens, c'est l'argent de la tribu. Mais le plus glaçant reste ce lac artificiel qui a englouti un pan de l'histoire des Indiens et que la direction tribale espère transformer en terrain de jeu. Son nom, c'est le lac Sakakawea. Et à l'origine, c'était la basse vallée où étaient installés les camps des tribus Mandan et Hidatsa. On était là, on vivait là. À la place du lac, nos maisons étaient là, tous nos campements, nos communautés, nos clans, on vivait tous là. En quelle année ils les ont inondés déjà? C'était dans les années 40. Les années 40. Oui, ils ont construit un barrage, là-bas, plus bas, de l'autre côté. Ils ont édifié ce barrage et ils ont laissé l'eau monter doucement. C'est en 1947
que le gouvernement fédéral américain contraint les tribus à céder leurs terres au profit de la réalisation du barrage de Garrison. Elles seront relogées de part et d'autre des rives du fleuve, dans la bien nommée Newtown. Une blessure encore à vivre pour beaucoup d'entre eux qui vivent comme un affront le projet touristique de leur propre clan sur ces terres sacrées. Nos maisons ont été détruites il y a très longtemps par des Blancs. Et de voir aujourd'hui que notre propre peuple nous inflige ça, Cette réserve appartient au peuple. Et les gens ont leur mot à dire. Ce ne sont pas juste 7 membres du conseil tribal. Ça devrait être nous tous. Chaque tribu. On devrait nous demander ce qu'on pense et parler. La rancœur des Indiens, restée dans ce que l'on surnomme la petite Arabie saoudite d'Amérique du Nord, est palpable jusque devant les machines à sous du casino de Newtown, propriété de la MHA. Je suis en colère. Notre peuple a perdu beaucoup quand on a dû quitter le bas de la vallée à cause du barrage qui a été construit. On a perdu 24 000 hectares de terre. C'est beaucoup. Nous avons été séparés. Certains vivent de l'autre côté du pont. On a été dispersés. Nos familles ne se voient plus comme elles se voyaient avant. Quand ils ont installé le casino ici, c'était une bonne chose. Ça a donné du travail aux gens. Et les gens ont trouvé là aussi une manière de se voir. C'est une façon pour les gens aussi de sortir de chez eux. Joanne Matthews n'a jamais quitté la réserve. Mais plus que la nouvelle maison qu'elle occupe depuis la submersion de son campement, ce sont ses bruyants voisins qu'elle a souhaité nous montrer. La première chose qu'on se dit, c'est « Oh mon Dieu, ils vont pomper juste là, maintenant ?» Et le problème, c'est que la nuit, il y a ce bruit incessant et le sol qui bouge. Et même quand vous êtes couché, vous sentez les tremblements. Et vous vous demandez « Mais qu'est-ce qu'ils font ?» Et c'est bruyant. Et parfois, ça sent mauvais. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Quand la nuit tombe, notre réserve ressemble à un gros gâteau d'anniversaire, tout illuminé. C'est comme ça. C'est comme ça est devenu le mantra des Indiens résignés de la réserve de Fort Berthold. Mais l'amertume, nourrie par les conséquences désastreuses du boom pétrolier, dépasse les frontières du territoire Sioux. Elle n'a pas épargné les fermiers blancs qui élèvent du bétail sur leurs terres. Deux fois par an, une majorité se retrouve à Dickinson pour vendre leurs bêtes. Donald Nelson est l'un d'entre eux. Alors maintenant, on va passer un bon moment avec les vaches de Donald Nelson, 100% élevées à la maison, au ranch de Donald. Et je peux vous dire que le gars, quand il les nourrit bien. Dans la famille Nelson, on est éleveur depuis 3 générations. À la tête d'un cheptel de 400 têtes, Donald et sa femme Rina ne tirent pas l'essentiel de leurs revenus de ces ventes de bétail. On a fait mieux que ce qu'on pensait.
Parce que le marché est un peu en dents de scie en ce moment. Elle va pouvoir s'acheter une nouvelle paire de bottes. Et c'est tout. Oui, une nouvelle paire de bottes. Propriétaires terriens, Donald et Rina ont cédé aux sirènes des pétrodollars. Ils louent plusieurs de leurs parcelles aux compagnies pétrolières, ont fait rénover leur maison, emploient 2 salariés agricoles, mais ne diront rien des revenus qu'ils perçoivent. C'est un deal compliqué. Il y a du bon et du mauvais. Le point positif, c'est que financièrement, pour l'État, ça va au-delà de leurs espérances. Mais ils ne savent pas comment gérer ça. Bien sûr, ça a fait gagner pas mal d'argent à certains. Ça a amené de l'emploi, des jeunes sont revenus. On était une société vieillissante. J'étais considéré comme un jeune fermier alors que j'avais 47 ans. Le boom pétrolier est derrière nous. Des puits continuent à produire, mais beaucoup moins. Et je n'aime pas la tournure que ça prend. Je ne veux pas rester assis là et voir des puits, comme je pourrais vous en montrer, qui sont toujours là et dont on ne peut rien tirer, qui restent sur des terres jamais nettoyées qu'on ne peut même pas cultiver. Je crois que je vais vous emmener là-bas. C'est mon terrain. Donc si quelqu'un vient, on ne sera pas ennuyé. Là, c'est pas mes terres. Sur les terrains de Donald, comme dans la réserve des Sioux toute proche, l'extraction du pétrole et du gaz a été rendue possible grâce à la technique du fracking. Un procédé moderne qui consiste à injecter un liquide sous pression dans la roche et perce les substrats les plus denses. Ce pétrole remonte mélangé à de l'eau salée, chargée d'arsenic et de substances toxiques. Des rejets nocifs stockés dans d'immenses cuves qui sont pour Donald une autre source d'inquiétude. Le problème, comme on dit, c'est que quand il y a un homme et une machine, ça finit toujours par déconner. Et maintenant, il faut trouver une solution pour ces eaux salées. Auparavant, on les mettait dans des fosses ou on les transportait par canalisation. Mais il y a souvent eu des fuites dans les pipelines. Et quand ces eaux remontent, il faut bien les traiter. Mais les compagnies pétrolières préfèrent passer sous silence les incidents et rechignent à nettoyer les plaines souillées et dépeuplées du Dakota du Nord. Une facture estimée à 2 milliards de dollars. On n'a pas vraiment les moyens de les attaquer. Ils ont les meilleurs avocats, ils ont le plus d'argent et ils savent comment faire traîner les choses. Mais l'État devrait prendre ses responsabilités parce qu'il a autorisé cela. Ironie de l'histoire, fermiers blancs et Sioux marchent côte à côte sur le sentier de la guerre. Les voix s'élèvent pour critiquer la gestion des autorités fédérales ou tribales de cet argent du pétrole. À Newtown, Kelly Osier et ses 5 enfants vivent dans une maison de 3 pièces et aimeraient que leur quotidien bénéficie davantage des royalties de l'or noir, qui s'élèvent à 300 millions par an. Nous percevons 1 000 $, 3 fois par an de royalties, enfin de revenus du pétrole. Imaginez, juste avec leur dernier achat d'un terrain pour 90 millions de dollars qu'ils ont signé, ils pourraient nous faire 5 autres paiements, ce qui nous ferait 8 000 $ à l'année, vous imaginez. Dernière dépense des gestionnaires qui passent mal, 5 hectares de terrain à Las Vegas pour 90 millions de dollars. Réélu en 2022 pour un 3e mandat, Mark Fox, qui excelle dans l'autosatisfaction, assure préparer l'avenir de son clan. Vous savez, un jour, il n'y aura plus ni gaz ni pétrole, et je dois imaginer une stratégie de réinvestissement, ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier.
Mais tant que ça rapporte, on va prendre cet argent, le faire fructifier et bâtir pour notre nation un système économique pérenne. Tous les projets que nous avons réalisés coûtent beaucoup d'argent, mais cet argent est bien dépensé. Alors oui, on est critiqué pour ne pas avoir publié nos bilans, mais c'est bon. La plupart des gens qui vivent ici voient de leurs propres yeux tout ce qu'on a fait, et ils trouvent ça formidable. Le jour de l'enregistrement de cette interview, la SPJ, un consortium de journalistes américains, a décerné le Black Hole Award, le prix du trou noir, au président de la MHA pour sa gestion opaque et hasardeuse des revenus du pétrole. Une maigre consolation pour les Indiens de la réserve, qui peinent à se fédérer et restent dans une colère sourde. C'est écrit. La Société des journalistes professionnels a décerné cette année à Mark Fox, responsable des tribus affiliées du Dakota du Nord, son Black Hole Award. Une sinistre récompense destinée à mettre en lumière les violations des droits fondamentaux de ses administrés à être informés. C'est publié dans le New York Times. Moi, je pense que si on n'avait pas trouvé de pétrole sur notre réserve, ce Mark Fox serait jamais venu là. Ce gars, il pense à lui, il pense pas à son peuple. Pour moi, il pense comme un blanc, comme un homme blanc. Il n'a rien compris à notre culture et encore moins notre manière de vivre. Nature, oh, bello, 386 000 barils sont extraits chaque jour des 1300 puits encore en activité dans la réserve de Fort Berthold et assurent un quart de la production de pétrole des États-Unis. Allez, venez les gars. Come on there. Venez là. This guy's name is Chinksy. Lui, c'est Chinsky. In the Sioux En langage sioux, ça veut dire that's son. fils. We never had Avant, all this il n'y avait traffic. pas tout ce trafic. This traffic is Maintenant, just, too much c'est right vraiment now. dense. It's just Les cars véhicules going vont et back and viennent, forth. Mostly enfin trucks. surtout les camions. I know I Je can't sais que je peux rien faire contre ça. You know, and I just have to Je dois juste vivre avec. live with it. You know, I can't. There's no way. Ils n'enlèveront jamais ces trucs. So, Donc, quand on monte à cheval, on les contourne. On a nos petits chemins qui vont à la rivière. Et là, on voit tous les puits de pétrole. Alors oui, on se sent mal quand on se souvient de ce que c'était avant. Les Sioux du Dakota du Nord peinent à se réjouir que leurs réserves aient été élevées au rang de première raffinerie indienne de l'histoire de l'Amérique. Et les cadences ne vont pas mollir. D'après les experts, les sous-sols retiennent encore suffisamment d'hydrocarbures pour faire tourner les balanciers pendant les 20 prochaines années.